16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, comédienne, auteure, réalisatrice et humoriste française. Vous l'avez aperçue en Miss Météo sur Canal+ ou encore au cinéma. Aujourd'hui, Ornella Fleury est désormais à l'affiche de la série Benoît Gênant avec Artus tous les vendredis sur TMC. Un échange suivi de mon coup de cœur aujourd'hui à 16h05 précise Josette. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Ornella Fleury. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Alors bien sûr, on va découvrir votre actualité, mais on a envie de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites dans cette émission. Et je vais vous demander tout d'abord 3 mots pour vous décrire. Ah d'accord, on commence par le plus compliqué. Donc. C'est vrai. Je dirais sympa. Sympa, c'est un mot sympa. C'est horrible. Attends, grande. Je suis grande. Grande. C'est vrai. Ok. Et brune. Et brune? Oui. Oui, mais là j'ai fait des mèches. Ouais, on triche un peu là. Ouais, ok, brune avec des mèches. Oui, brune Okay. avec des mèches. Brune avec des mèches. On Ouais. verra ce que ça veut dire. Je trouve ça très intéressant. On va voir donc si ça colle avec votre personnalité aussi Ok. tout au long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Ornella Fleury, vous êtes née un 26 février à Thonon-les-Bains. Oui. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Je dirais que j'ai eu une enfance assez géniale, à vrai dire. Grandir déjà en Haute-Savoie, c'était trop cool parce qu'on est entre le lac, les montagnes. Donc franchement, enfin déjà, le grand air et tout. Donc c'était hyper chouette. Moi, je viens d'une très grande famille. En fait, ma mère est italienne et ils sont 8 frères et sœurs de son côté. Et mon père est français et ils sont 7 frères et sœurs. Donc autant te dire que nous sommes C'est beaucoup une belle famille. Ouais, beaucoup de cousins, cousines. Et j'ai vraiment grandi essentiellement, enfin beaucoup côté Italie. J'étais énormément chez ma grand-mère italienne et voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu grandi en vase clos avec mes tantes, ma grand-mère, mes cousins, cousines. Et jusqu'à même encore aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même un sens de la famille qui est hyper fort. Et ça a contribué à une enfance trop cool, des Noëls incroyables, les anniversaires où on est 50. Enfin, tu vois, toutes les fêtes sont toujours un vrai prétexte pour être avec sa famille. Et voilà. Et petite, malgré ce côté famille, très entourée, vous retranchez un petit peu pour écrire. Oui, j'ai toujours aimé écrire. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé l'école. Je sais que ça fait un peu... voilà. Non, Non, mais ça arrive. Voilà, pour avoir l'air cool, souvent on dit qu'on n'aime pas l'école, mais moi j'aimais bien aller à l'école. Et quand j'étais petite, j'écrivais des histoires. Et d'ailleurs, j'avais écrit une histoire quand j'étais en primaire, mais dans le cadre d'un exercice qu'on nous avait donné. Et j'avais écrit un livre qui avait été publié par un monsieur qui était venu nous présenter. Lui, il était écrivain, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle maintenant. Et en fait, on avait édité mon livre. Il n'y en a que un qui est encore à la bibliothèque de ma primaire à Évian-les-Bains. Et donc, ouais, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Ça me plaisait et je le faisais lire beaucoup à ma mère. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui lisait mes histoires. Ça parlait de quoi? Écoute, je ne sais plus. Je crois que j'étais en CM1 ou en CM2. Et en fait, on nous avait donné des directives. Il fallait, je sais pas, qu'il y ait peut-être un loup, qu'il se passe quelque chose dans l'histoire et qu'il y ait un petit garçon. Et on avait 3 trucs. Et c'était à nous de créer toute une histoire et tout. Toute une histoire Voilà. autour de ça. Mais j'ai essayé de le retrouver, ce livre, et pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Pas encore trouvé. Non. Il s'appelait comment? Vous vous souvenez pas? Non, je oui. sais plus. Et les éditions non plus, j'imagine. Non. Enfin, c'était peut-être une sorte d'auto-édition. Oui, c'est pas une édition. un truc fait maison, quoi. Oui, je pense qu'il y a de la Ok. ficelle qui tient mon livre autour. Bah écoutez, si quelqu'un a le livre d'Ornella Fleury, il faut nous informer. On serait ravis de le retrouver. Petite ou un peu plus tard, vous refaites les sketchs des Likaku, des Inconnus, des Robin des Bois. On va y revenir sur les Robin des Bois tout à l'heure. Pourquoi? Mais parce que j'adore ça, parce que ça me fait extrêmement rire, et que, encore une fois, c'est un truc qu'on faisait en famille. En fait, mes tantes, ma mère sont très très drôles. Ma grand-mère était très drôle, donc j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de second degré, tout le monde se fait des vannes et tout ça. Et mes parents regardaient beaucoup d'humoristes, en fait, dont Eli Kaku. Et c'est vrai que moi j'ai une passion infinie, mais vraiment c'est
Enfin, pour moi, c'est le meilleur. En fait, il n'y a pas mieux que Eli Kaku. C'est un bonheur partagé. Ouais, franchement, non, mais voilà. Et donc, quand j'étais petite, ça me passionnait parce que il se déguisait, il faisait des voix, des personnages, et il avait une liberté, je trouvais assez dingue. Et avec ma sœur, on s'amusait à refaire les sketchs, parce que ma sœur est très drôle également, et elle est plus grande que moi, donc elle Erika, exactement. Que l'on connaît, une petite parenthèse, pour avoir participé à Popstar dans le groupe Les Wet-Fort notamment. Exactement, donc elle chante très bien et elle est aussi très drôle, elle a beaucoup de talent, ma sœur. Et donc voilà, c'est elle qui tenait la caméra et on s'amusait à faire des sketchs et tout, elle m'entraînait tout le temps avec elle, alors que quand même, moi j'avais 5 ans ou 6 ans quoi. Donc j'aurais pu être le boulet et en fait non, je faisais partie du spectacle. Donc ouais, je sais pas, ça m'a toujours plu, mais Eli Kaku, pour moi c'est dans mon cœur pour toute la vie. Donc il y a cet amour entre guillemets qui naît du spectacle, on va dire ça comme ça. Mais vous passez donc un bac et vous obtenez une licence de droit, puis vous sortez diplômé dans le marketing de la mode à Paris. Et à l'âge de 25 ans, vous décidez de devenir comédienne. Comment ? Pourquoi ? Quel déclic ? Alors, c'est même un tout petit peu avant 25 ans, parce que 25, je crois que c'est j'étais déjà en cours de théâtre. En fait, je pense que c'est aux alentours de 23. J'ai travaillé à l'Hôtel Coste à Paris, parce que j'étais montée à Paris, parce que ma sœur vivait à Paris. Et vous l'aurez compris, j'ai eu du mal à me séparer de ma famille. Donc, j'ai suivi ma sœur à Paris. Et en fait, moi, je travaillais à l'Hôtel Coste, après avoir fait mon truc de marketing et tout ça, parce que c'était pas du tout ça que j'avais envie de faire de ma vie, finalement. Donc, j'avais arrêté. Je m'étais dit, OK, je vais bosser, j'ai un peu d'argent, et puis je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Et puis, à l'Hôtel Coste, j'ai rencontré un comédien, un auteur et un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Olivier Marchal. Et on s'est liés d'amitié, comme ça on discutait. Puis moi, je trouvais ça trop chouette. Il venait boire son petit café quand il sortait du théâtre, avant d'aller au théâtre. Donc c'était c'était un moment que je trouvais assez dingue. Et en fait, en discutant, il m'a dit, mais en fait, Ornella, tu es née pour ça, il faut que tu fasses ça. Et moi, c'est vrai que je n'osais pas trop peut-être me l'avouer. C'est vrai que dans le sud, ou même là où j'ai grandi et tout, c'était pas, j'avais pas beaucoup d'amis qui faisaient ça à ce moment-là. Et là, le fait que Olivier Marchal, qui est quand même un monstre du cinéma, vous dit ça donne du crédit. Oui, et je me suis dit, c'est fou, parce que si lui il me dit ça, c'est qu'il a senti que j'avais envie et que peut-être il y a un potentiel. Après, franchement, pour l'instant, j'avais pas testé le potentiel encore. Et en fait, il a été trop cool parce qu'il m'a présenté un des profs de théâtre en fait, dans l'école où il jouait, il y avait un prof particulier, d'ailleurs, mais comme quoi il m'avait bien cerné. Et il m'a dit, je vais te présenter ce mec, vous allez trop bien vous entendre et tu vas vraiment aimer. Et donc, j'y suis allée, évidemment. Et à partir de là, je n'ai plus décroché. Ça y est, une fois que j'étais accrochée, c'était fini. Ce qui est incroyable, c'est qu'il vous recommande un prof et pas un cours. Oui, exactement. Généralement, les invités, les artistes que j'ai en face de moi, c'est soit le cours Florent, soit le cours Simon. Oui, c'est vrai. En revanche, vous partez au cours Perrand-Lacroix. Oui. Inconnu au bataillon, mais visiblement très formateur. Et à ce moment-là, donc, vous faites former par ce professeur, j'imagine ? Oui, en fait, c'est Philippe Perrand-Lacroix. C'est son cours à lui. Et je pense que... Parce que j'avais déjà fait un cours de théâtre quand j'étais plus jeune. Mais qui vous a traumatisé. C'était horrible. C'était vrai. Ça se raconte quand même. Ah bah oui. Non, mais j'étais traumatisée. Je me suis dit, quand j'étais à la fac à Aix, je me suis dit, allez, Ornella, courage. Je me lance dans un cours de théâtre. Et en fait, je suis arrivée et c'était... En fait, c'était un sketch. C'était ce qu'on imagine que les gens font dans les cours de théâtre. Et c'était exactement là où j'étais, avec des gens complètement perchés. On m'a demandé d'écrire corporellement mon prénom quand je suis arrivée. Donc déjà, j'étais là genre... Il y a de quoi être dégoûté un peu quand même. Voilà. Oui. Et en fait, j'étais gênée. C'était pas du tout l'image que j'avais du théâtre. Donc j'étais un peu genre, en fait, c'est nul. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Et quand j'ai rencontré Olivier, il m'a dit, mais voilà, en fait, il a compris que j'avais pas une personnalité à être... Je pense que je fitais pas trop dans des cours classiques. Et c'est vrai. Et il s'est dit, ce prof-là, pour elle, c'est super parce qu'il va comprendre comment elle fonctionne. Et alors, qu'est-ce que ça débloque chez vous, ce cours-là ? Parce qu'on va voir que, finalement, très vite, vous prenez un pas qui est le rire, la parodie, et on n'est pas sur du classique.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du théâtre, par exemple, classique, ou avec lequel on démarre au départ. Ouais. Vous prenez quand même un tournant qui colle, j'imagine, avec votre personnalité au quotidien. Mais oui, en fait, parfois je regrette et je me dis ça aurait été sympa aussi que je trouve des cours où justement je travaille des choses plus classiques et tout. Mais ça s'est pas fait comme ça. En fait, je suis arrivée déjà en plein milieu d'une année. Au milieu de la 2e année, donc j'ai fait seulement 1 an et demi de cours de théâtre parce que c'est sur 3 ans. Et puis c'est vrai que ce prof, il était tellement pas classique justement qu'on faisait plein de trucs assez différents, mais qui étaient très formateurs. On faisait des cours de préparation au casting, ce qui pour moi est essentiel. Et puis voilà, après on a fait des pièces de théâtre, des pièces de fin d'année où on invite nos copains, c'était trop génial. Mais c'est vrai que c'était pas classique. Et c'est vrai que moi, peut-être que j'ai une facilité à aller vers la comédie. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai vu une brèche et je me suis dit, c'est là qu'il faut aller, quoi. Et on va le voir parce que le 9 mars 2013, vous publiez sur YouTube une parodie de Zaya Dehar, que vous avez intitulée Zaya de QAI, parodie ou presque du documentaire sur Zaya. C'était l'époque où c'était après le scandale avec les joueurs de foot de France, la nouvelle icône de la mode. Un petit extrait. Alors là, oui, on a un petit problème, c'est que ça me plaît pas du tout. Moi, j'ai dessiné quelque chose, ça n'a pas été très bien compris, mais c'est pas du tout ça. Moi, il me faut quelque chose qui me ressemble, quelque chose de beaucoup plus sexy, quelque chose d'élégant, quelque chose comme moi, quoi. Oui. Voilà, vous écrivez et vous réalisez cette parodie. Je l'ai regardée de A jusqu'à Z. J'ai vu que même votre sœur y était. Même mon beau-frère, parce qu'il y avait mon beau-frère aussi dans la boucle, il y avait mon chéri à l'époque et tout. C'était toujours très familial, mes concepts. Très familial. En tout cas, voilà, vous avez envie de développer ça et très vite. Vous décollez. L'année suivante, on vous retrouve dans des petits rôles. Émilie Guéret, notamment dans le film de Danny Boone, Superchondriaque, l'hôtesse d'accueil dans Camping 3 de Fabien Onteniente, ou encore par la suite dans Inséparables de Varante Soudjian, Divorce Club de Michael Youn, et puis un peu plus récemment Envole-moi de Christophe Baratier dans le rôle de Julie. Et puis il y a une envie, donc j'imagine, de cinéma. Moi, quand je vous vois, quand j'ai préparé cette émission, j'ai énormément, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le mot fuité, avec une actrice que j'ai reçue aussi, une comédienne. Et je me suis dit que j'adorerais, et je vous le dis très sincèrement, vous voir ensemble, en sœurs jumelles, au cinéma, dans un rôle, ou peut-être une série écrite pour vous deux, mais je vous verrai très bien ensemble. Et je suis sûre que vous êtes très amis dans la vie. Est-ce que vous avez une petite idée de qui ça pourrait être ? Il y a peut-être Charlotte Gabris. Ouais. Bah oui, évidemment. C'est évident. Ouais, on nous le dit beaucoup et en même temps on est très amis depuis. Charlotte, ça doit faire ça fait 13 ans au moins que je la connais. Tout de suite, on a super accroché. Elle faisait de la scène bien avant moi, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés. Et moi, c'est une comédienne que j'adore. On a le même sens de l'humour. On fait, pour le coup, un peu la même chose. Elle est comédienne, elle écrit, elle réalise. Donc on est un peu dans la même dynamique et c'est vrai que souvent on nous dit qu'on se ressemble même physiquement et tout. Pas forcément. Vous êtes le même style de film, mais vous ressemblez pas. Mais vous avez la même énergie. Ouais. Voilà, le même côté comme ça, très good vibes. Je vous vois très bien copine et je me suis dit que vous voir ensemble au cinéma, ce serait une envie en tout cas tout à fait personnelle. C'est notre envie également et j'espère un de nos projets futurs. On en parle souvent. Et vous voyez, je ne le savais absolument pas et pour le coup, je parle brièvement avec elle de temps en temps et je ne savais pas, mais en tout cas, le flair était là. Ouais, c'est clair. Le théâtre, en parallèle, en 2015, vous jouez votre stand-up au Théâtre du Point Virgule. Vous parliez de quoi ? Alors, c'est vrai, souvent on me demande de quoi je parle et je ne sais plus trop de quoi je parlais. Je crois que je parlais essentiellement des relations amoureuses et des miennes, bien sûr. Je racontais beaucoup de conneries dans ce spectacle. Mais c'est vrai que je parlais beaucoup des histoires que j'avais eues avant. Je parlais un peu de sexe, je crois. Pas mal. Mais je ne sais pas vraiment quelle est la trame du spectacle. La trame du spectacle. C'était il y a longtemps, Ornella Fleury, mais en tout cas, très vite, encore une fois, vous allez, la rentrée qui suit, vous faire repérer pour devenir Miss Météo dans le Grand Journal sur Canal+. On va écouter un petit extrait d'une séquence où vous draguez Vincent Elbaz. Et comme on vous comprend, Ornella Fleury. Alors, non, et sans déconner, c'est triste, j'ai vraiment failli pas venir.
Et après, on m'a dit, il y a Vincent Elbaz. Donc, j'ai pas mis de soutif. Bah, attends. Ça se voit pas. Avec ou sans, ça change rien. Alors, non, moi, franchement, en plus, ça va, j'ai pas de raison de déprimer. Non. Ah si, je me suis fait larguer ce matin. Ah bon? J'ai oublié. Oui, on était ensemble depuis 2 ans. Alors 2 ans, ça c'est une moyenne que j'ai faite parce qu'en fait, moi, j'étais avec lui depuis 3 ans, lui depuis 1 an. Voilà. Et du coup, en fait, non, mais pour un truc con, c'est séparé. En fait, apparemment, il est marié. Il a un gamin et il est en promo pour son film en ce moment. Et vous avez Vincent Elbaz juste en face de vous. Ornella Fleury, est-ce que vous avez aimé cette expérience? C'est très mitigé, le Grand Journal, pour moi. Mais je dois dire que, particulièrement des moments comme avec Vincent Elbaz, j'ai adoré. Et c'est vrai que maintenant, je reste quand même focus sur tous les trucs vraiment chouettes qui se sont passés au Grand Journal. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de moments géniaux que de moments pas cool. Et c'est vrai que quand on avait des invités comme Vincent Elbaz, c'est trop cool parce que tu prépares une chronique et puis tu l'as fait, d'un coup ça fonctionne et les gens rient et lui il est avec nous, il est sensible, il se dit tiens, j'ai envie de rire avec elle parce que c'est pas un exercice facile et qu'on a envie de participer au truc. Voilà, donc quand c'est des invités comme ça, c'était vraiment chouette et j'ai que des souvenirs assez dingues du Grand Journal. Je sais que c'est un exercice qui est très compliqué parce qu'on est sur une quotidienne. Donc forcément, j'ai reçu, par exemple, Samuel Bambi qui disait que lui, c'était pas sur une quotidienne, mais chez Click déjà, il me disait mais c'est très dur et puis c'est un stress assez intense. Donc j'imagine ce que ça doit vous faire ressentir. Mais en tout cas, je sais que cette expérience Canal+, elle vous a incité à proposer une pastille sortie il n'y a pas très longtemps de la mini-série Ils ont dit, dont je raffole. Ornella Fleury. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, j'ai envie qu'on écoute un extrait. Ok. Ouais, Christine, c'est moi. Ça va? Ouais, bon, on s'en fout. T'as vu là? Ils ont dit qu'en fait Thomas Pesquet il était pas dans l'espace. Ah si, c'est vrai, je l'ai lu sur internet. Apparemment, il serait à Saint-Denis dans des studios de cinéma. Évidemment qu'il tweet pour dire qu'il est vraiment dans l'espace. Il va pas dire qu'il est dans un hangar. T'as vu? Ils ont dit qu'ils allaient supprimer la journée de la femme. Ah non, c'est un vrai truc, je l'ai lu sur le net. Internet, le net. Apparemment, les hommes, ils sont pas contents parce qu'ils ont pas leur journée à eux. Ouais, je sais pas, y a pas une journée de la flemme ou de la lâcheté qui traîne là? Oui, Christine, c'est moi. Oui, qu'est-ce que je voulais te dire? T'as vu là? Ils ont dit qu'ils allaient faire payer les notes vocales. C'est un vrai truc, J'ai lu sur internet. Bon, je sais pas combien ça va coûter. Ils vont peut-être faire payer ça au mot, à la seconde. Ce qui serait bien, c'est de faire ça à l'importance de l'information délivrée. Et je suis tellement d'accord avec vous sur ce dernier extrait. Totalement, les notes vocales, c'est un enfer, on est d'accord? Ah mais oui, c'est un enfer. Exactement. Bon, c'est bien, je vois qu'on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, je vous ai fait remarquer que vous êtes rentré dans le studio sans téléphone. Oui. Donc vous faites partie des gens qui ne sont pas intoxiqués au téléphone. Ah non, j'essaye. Parce que c'est horrible et même pour Insta, tous les trucs comme ça, je fais des cures de désintox pendant 2 mois. J'enlève complètement l'appli de mon téléphone, puis je le rouvre un tout petit peu, puis je le reviens. Parce que sinon, c'est trop oppressant, c'est dur. C'est un bon tuyau que vous proposez là. Sinon, il y en a un autre pour les auditeurs qui le connaissent très bien, ça s'appelle Shabbat. Oui, c'est-à-dire que le vendredi soir, vous coupez. Oui, c'est vrai. Et vous ressortez le téléphone le samedi. Voilà, on va essayer de vous former. Comment est née cette série, Ornella Fleury? Cette série est née pendant le confinement. Parce que je m'ennuyais, bien évidemment, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et en fait, c'était même pas que je m'ennuyais, c'était que d'un coup, il y avait un espèce de flot d'informations qu'on recevait toute la journée de gens de mon immeuble ou des potes qui sont comédiens et tout ça, qui d'un coup connaissaient des militaires, des politiques, limite ils connaissent Macron, tu vois, ça devenait un peu n'importe quoi. Et toutes les 5 minutes, je recevais une info de « T'as vu là, ils ont dit qu'on allait... rester confiné jusqu'à je sais pas combien de temps ou que on allait avoir un couvre-feu, les militaires seraient dans la rue, ça devenait de plus en plus. Et puis un jour je me suis dit tiens, ce serait marrant de jouer une nana qui croit toutes les fausses informations qu'elle lit sur Instagram, feu Twitter, Facebook, les trucs comme ça. Donc voilà, c'est venu comme ça. Vous en avez fait, je crois, une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Ouais, en fait, il y en a 20 sur Canal, parce que Canal a acheté ma série, mais j'avais déjà posté 8 épisodes sur Instagram que j'avais fait un peu de briques et de broc à la maison.
avec mon chéri et un pote. Voilà. Est-ce que vous avez envie de prolonger cette pastille-là? Parce que c'est vrai qu'elle est intéressante et on peut la décliner à l'infini. Oui. Et ça ferait du bien. Ouais. Et ben peut-être. En ce moment, j'y pense plus qu'avant. Il y a eu un moment où je me suis dit, c'est cool, j'en ai fait 30, c'est quand même... parce qu'il faut les écrire, vu que je les écris aussi. C'était vraiment chouette. Et puis là, c'est vrai que j'y repense un petit peu. Donc, pourquoi pas? Après, je ne suis pas toute seule. Il y a Canal aussi dans la boucle. Mais j'avoue que même moi, j'ai pas vraiment poussé pour la saison 2 parce que je trouvais que c'était déjà... Il y en avait déjà pas mal, quoi. 30, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. On va parler dans un instant d'une autre série, Benoît Gênant, on va en parler, mais pour être dans le prolongement de votre carrière en 2016, cette année-là, vous jouez également au théâtre dans Tout à refaire de Philippe Lelouch, mise en scène de Gérard Darmon. Par la suite, quelques apparitions au cinéma, à la télévision, notamment pour parler récemment en 2022, donc il y a à peu près un an et demi, dans 1h30 Max de Léo Grandperret, que vous connaissez bien, je crois. Oui, je connais bien. Pour être votre amoureux, pour ceux qui ne suivent pas. Il est chez moi. Est-ce que vous avez un rêve de cinéma particulier, Ornella Fleury? Puisque là, j'imagine que vous êtes en promo, on va parler d'une série dans un instant. Ouais. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous tiendrait au corps et vous direz, voilà, ça, ce serait pour moi? En tant que comédienne, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question et je réponds toujours des trucs un peu bateaux parce que je me dis, tiens, c'est vrai que j'aimerais bien jouer à un super-héros, un film d'action et tout, mais en fait... Là, maintenant que j'y réfléchis, mon vrai rêve, ce serait que je réussisse à monter mes propres films, parce que j'écris aussi des scénarios que j'aimerais réaliser. Et j'en ai 2 en ce moment dans ma besace où on est en train d'essayer de les monter et tout. Et si je suis très honnête, mon vrai rêve, c'est ça. C'est que ça se fasse. C'est pas dit que je joue dedans, mais en tout cas, c'est... Développer la réalisation et davantage... la réalisation, elle est arrivée un petit peu après. Elle vous a surprise, je crois. Oui, mais en fait... oui et non, parce que quand j'écris quelque chose... Souvent, j'ai envie de le réaliser. Ça me paraît logique. Pour moi, c'est la suite logique. Après, il y a plein d'auteurs qui arrivent à écrire et puis ensuite, ils donnent le bébé et la réal, c'est pas du tout leur truc. Mais comme souvent, j'écris des choses assez personnelles... pour moi, j'ai tellement les images de ce que j'ai écrit que je ne vois pas comment je pourrais ne pas les réaliser. Et vous avez bien raison. Vous restez avec nous, Ornella Fleury. On continue cette émission avec vous. Dans un instant, on va parler de la série Benoît Gênant d'Éric Lavenne. Et puis, bien sûr, on poursuit cette émission avec mon chroniqueur Kevin Derblum qui nous rejoint pour découvrir vos goûts culturels, bien évidemment, sur l'antenne de Radio G. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. – 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite. Le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour à tous. Le 108e jour de guerre contre le Hamas en Israël et la diplomatie qui tente de s'imposer. Le ministre français des Armées a rencontré son homologue israélien, celui de la Défense, Yoav Gallant, qui a dit à Sébastien Lecornu qu'Israël préférait une solution politique pour mettre fin aux attaques du Hezbollah, mais se préparait aussi à créer une situation sûre pour les habitants du nord d'Israël. Binyamin Netanyahou, lui, a affirmé attendre des preuves que les médicaments envoyés dans la bande de Gaza soient bien distribués aux otages. Le ministre français des Armées a aussi des entretiens prévus avec les familles des captifs. Plus de 130 restent aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Et dans la bande de Gaza, sur le terrain, justement, une cellule terroriste éliminée dans une frappe aérienne dans le centre du territoire ce matin. Les opérations continuent dans le secteur de Khan Younes. Les forces israéliennes ont même pris le contrôle d'un centre de commandement du Hamas. De nouveaux attentats déjoués à Jérusalem par le Shin Bet et la police. Attentats planifiés par Daesh. C'est déjà la seconde fois ce mois-ci. Les proches d'otages encore détenus par le Hamas ont fait irruption ce matin devant la commission des finances de la Knesset, le Parlement israélien. Ils exigent que le gouvernement fasse davantage pour obtenir la libération des otages. Vous ne resterez pas assis ici pendant que nos enfants sont en train de mourir, ont-ils crié. Dans l'actualité internationale, Israël dénonce les allégations de la Russie contre l'Allemagne. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que l'Allemagne avait choisi de soutenir
soutenir le nazisme en apportant son soutien à Israël face aux accusations de génocide. En France, un procès XXL s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris, celui des attentats de Carcassonne et de Trèbes, attentats qui datent de 2018. Le terroriste avait été éliminé par le GIGN, mais 7 personnes sont sur le banc des accusés. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Ornella Fleury et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 € ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. mda-france.org. mda-france.org. MDA France. Association au service de la vie. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier, la mascarade de la haie. Comment l'État d'Israël, mis en accusation pour génocide par l'Afrique du Sud, a répliqué de façon admirable dans une plaidoirie tout aussi enlevée. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Ornella Fleury. On le disait tout à l'heure, vous êtes l'un des rôles principaux de la série Benoît Gênant officielle. On va dire ça comme ça, d'Éric Laven, à qui l'on doit notamment les films Barbecue ou Retour chez ma mère. Il est ex-directeur artistique, ça se raconte quand même de la série H sur Canal+, ou encore scénariste des Guignols de l'info. Et vous y êtes avec les comédiens Artus et Esteban. Merveilleux, on va développer ces rôles dans un instant. C'est diffusé depuis vendredi dernier sur TMC. Et pour résumer, c'est une série de fous. Oui, c'est un très bon résumé. Voilà. J'ai pas trouvé mieux. Écoute, je n'aurais pas mieux décrit. Mais oui, c'est une série de fous, oui. Il n'y a que des fous, à part moi. Il faut préciser quand même. C'est ce que j'allais dire exactement. Vous êtes la seule qui est normale. Oui. Voilà, qui est même un petit peu affligée par ce qui se passe autour d'elle. Alors on va résumer un petit peu. Benoît Gênant, c'est un agent immobilier, enfin anciennement coursier, devenu agent immobilier, parce que bon, il a un petit peu entourloupé celui qui était dans l'agence et le directeur et qui est décédé depuis. Donc c'est certainement l'agent immobilier le plus gênant de tout Puteaux. Oui, c'est vrai. De toute la France, hein, peut-être. Ouais, également. de toute la France. Voilà, on peut résumer de cette manière. Il est accro à son compte Instagram. Il est complètement fou, stupide, arrogant, fainéant, barré, limité, voire limite. Oui. Hein, ça vous va pour résumer? Moi, je trouve que c'est bien résumé. C'est votre premier rôle féminin dans une série, Ornella Fleury. Vous avez le rôle de Ludivine. Et Artus vous l'a annoncé sur Instagram. Oui, et c'était long d'ailleurs parce que j'ai passé les essais en juin. Je crois que c'était début juin. Et j'ai eu la réponse que fin juin 2023. Oui. Juin 2022, parce que je m'imagine que vous avez tout tourné l'année dernière. Juin 2022, tout à fait. Et j'ai eu la réponse fin août. Donc il y a quand même 3 mois. Ouais, qui se sont découlés. Ah, c'était interminable pour moi. Et en plus, donc moi j'attendais un appel de, je sais pas, d'une directrice de casting ou de quelqu'un, je ne sais pas. Et en fait, non, Artus m'a envoyé un message sur Instagram et il m'a dit « Bienvenue chez BGIMO, Ludivine ». Voilà. C'est énorme. Et je trouve que c'était la meilleure façon de m'annoncer que j'étais prise. Totalement. Bande annonce. Vous nous aviez bien dit que l'appartement était libre? Ah oui, il est libre. Ce mec, c'est le Mbappé des agents immobiliers. Là, on va libérer, là. Benoît Gênant. Gênant, c'est son nom? Oui. Ça veut rien dire. Regarde David Douillet. Allez, casse-toi! Je vis immobilier, je mange immobilier, je respire immobilier. Ah, moi aussi, je vais vous apprendre des trucs, hein. Ça fait une demi-heure que j'attends. L'exactitude et la politesse des yeux. BGIMO, bonjour. On n'est pas une agence comme les autres. C'est une petite pépite. Tout a été refait à neuf, comme vous pouvez le voir. On a un petit truc en plus. C'est pas comme ça que vous dites bonjour dans le showbiz? Faut être prêt à tout pour obtenir le mandat. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas faire ce qu'on te dit, d'accord? Pourquoi tu ouvres le champagne? Il n'a pas signé encore. Ça porte malheur. C'est quoi?
C'est une école maternelle. Vraiment trop bruyant. C'est une école, c'est la vie, c'est bruyant. La vie, ça fait du bruit. Ce mec, c'est un génie. C'est quoi votre métier au juste? Oh, je suis touche à tout, moi. Voilà pour la bande-annonce de Benoît Gênant, tous les vendredis soirs sur TMC. Oui. Je crois qu'il y a eu 3 épisodes qui ont été 4, voilà, qui ont Ouais. été diffusés vendredi dernier. Bon, moi j'ai vu les 12 oui. parce que j'ai eu du temps la semaine dernière, donc j'ai regardé tous les épisodes. Et alors le dernier, je le recommande chaudement avec la crèche. Il est mortel. Oui, bien sûr, c'est le pic. On est en grosse période de Noël. Tout se débloque un petit peu, on va dire, autour des personnages, notamment avec la banquière. Bien On va dire ça sûr, comme bien ça, sûr. et avec donc Benoît Gênant. Pour parler des personnages, d'abord Benoît Artus, pour le définir, on l'a évoqué il y a quelques instants, mais il est complètement fan de Stéphane Plaza. D'ailleurs, il va le rencontrer grâce à Nina. Ah oui, c'est son plus grand Votre rêve de meilleure la amie. vie. Oui, ma meilleure amie, bien sûr, Nani même. Voilà, qui va lui faire en fait un piège et Oui. il va adorer, donc oui. il va tomber Il dedans. est trop content, oui. Il est trop content et il déteste les préjugés, mais il en fait beaucoup quand même. Ah bah oui, non mais de toute façon, il fait tout ce qu'il déteste. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, il n'a aucune ligne directrice, cet homme. Et non, mais à la fois, c'est ce qu'on disait, c'est vrai qu'il est fou, qu'il est arrogant, qu'il a énormément de défauts, mais je trouve que Artus, en tout cas, et même dans l'écriture, il y a quand même quelque chose de super attachant dans ce personnage. On sent quand même que il sent qu'il est un peu lourdeau, il sait qu'il est un peu seul. Enfin, il s'accroche à des trucs où, en tant que spectateur, on se dit oh non, quand même, c'est un peu triste. Même si lui n'en a absolument pas confiance. Lui, il a l'impression qu'il a une vie géniale. Incroyable. Ah bah oui, Ouais, bien sûr. Une vie incroyable. Et d'ailleurs, le rôle de Ludivine, il sert aussi à ça. C'est que elle finit quand même par être assez touchée par ce mec. Est-ce qu'il va y avoir une suite ? Et on espère. On attend de voir comment ça se passe la diffusion. Et bah, nous, on espère. On avait déjà quelques idées. Donc, oui, nous, on aimerait bien. On espère. En tout cas, pour Benoît Gênant, 2 phrases fétiches: l'exactitude et la politesse des dieux. La France crève de ça. La France crève Alors, de la ça. France crève de ça, c'est hilarant parce qu'il la sort à chaque fois. La Oui, France peu crève importe. de ça. Et je me suis dit si j'allais pas la garder, voilà, en Bah, espèce de gimmick. C'est une très bonne réplique. Je trouve La ça France pas mal. crève de ça. Oui. Exactement. Il y a aussi Francis, qui est un personnage que j'adore. Bien sûr. Qui est un petit peu, on peut dire, un petit syndrome d'autiste Asperger. Oui, complètement. Avec la voix d'Homer Simpson. On peut dire ça comme ça Oui, aussi. oui. Qui compte très vite, qui est fan donc de son cousin Benoît Gênant et qui dit de lui que quand Benoît cherche, eh bien il trouve. Bien sûr. Il y a des guests dans la série: Mathilde Seigné, François-Xavier de Maison et Ludivine de Châtaignier. De Chastenay. De Chastenay. C'est Madame Dominique, c'est la banquière. Madame Dominique, Oui. Aliénor, Bien où sûr. il l'appelle Alien. Alien Voilà. ou Dom. Ou Ça Dom. dépend. C'est drôle. Pourquoi on doit voir cette série, Ornella Fleury? Et il faut voir cette série parce que c'est très drôle et qu'on a bien besoin de rigoler, de penser à autre chose et puis d'aller dans un humour un peu trash comme ça qui part dans tous les sens. Je trouve qu'on a eu quand même pas mal de trucs qui sont mignons, qui sont un peu lisses et tout. Et là, ça fait du bien. En fait, on a eu vraiment aucune restreinte de la part de TMC, ce qui était quand même assez dingue pour ce groupe-là, quoi. Ouais. Parce que l'humour, il est quand même assez poussé. Et au contraire, ils avaient aussi envie qu'on aille à fond dans ce genre d'humour. On a fait beaucoup d'impro. Éric Lavenne, il a eu, franchement, je répète ce qu'il dit, mais c'est vrai que lui, il n'a eu aucune restriction dans son écriture. Il a vraiment fait les vannes qu'il avait envie Les de faire. vannes qu'il avait envie. Ouais. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué les Robins des Bois, Oui. que vous aimez depuis toute petite. C'est une idée, en tout cas, cette série qui a été soufflée par Maurice Barthélémy, que j'aime particulièrement pour l'avoir reçu à plusieurs reprises dans cette émission et voilà, que j'aime beaucoup, et qui compare, lui, cette série un petit peu à H. Oui, je pense. Enfin. Oui, parce que justement, déjà, ça part dans tous les sens. C'est ça. Et parce que ça tient aussi beaucoup sur les personnages. C'est des personnages très forts, notamment Esteban et Artus. Ils sont vraiment, que ce soit même dans la DA, la manière dont ils sont habillés, dont ils parlent, c'est très très poussé. Et dans H, c'était complètement ça. Et puis voilà, puis il y a Éric Lavenne qui écrivait pour H aussi, donc forcément, il y a sa patte complètement Ça rapproche. dedans. Et je crois que c'était un rêve pour vous travailler avec Maurice Barthélémy, ou en tout cas les Robins des Bois. Je sais que vous adorez Marina Foïs. Oui, bien sûr, on a déjà parlé à Maurice, c'était un rêve. Donc après, travailler avec Maurice, c'était dingue. Et même maintenant, j'ai le droit de le dire, Maurice, nous sommes amis maintenant. Et franchement, parfois, on peut être déçu quand on rencontre des gens qu'on idole à ce point-là. Et Maurice, ça a été presque l'inverse. J'étais encore plus heureuse, et encore plus fan de lui quand je l'ai rencontré.
Il est extraordinaire, cet homme. Et tellement drôle. Et moi, c'est vrai que j'ai grandi avec les Robins. Donc, voilà, moi, l'humour complètement absurde, complètement con, qui n'a aucun sens, où on comprend rien. Et ben, moi, je suis cliente à fond. J'adore. J'adorerais vous voir dans la série, un peu plus poussé, en devenant un petit peu barré. Oui. Est-ce que c'est prévu? Mais alors, on n'en a pas parlé avec Eric, mais je pense que de toute façon, ça va arriver, puisque maintenant, ils vont commencer à se connaître un peu plus. Davantage. Voilà, et puis je pense qu'elle va oser, mais à chaque fois qu'elle ose, elle tente une vanne. Artus ne rit pas, enfin Benoît Gênant ne rit pas, parce qu'il déteste ne pas être la star du moment. Voilà. C'est ça. Bon, et bien écoutez, à développer et à regarder surtout vendredi soir sur TMC, cette série Benoît Gênant avec donc Artus Ornella-Fleury et Esteban. Dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire désormais Ornella-Fleury. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblom. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle, bonjour Ornella-Fleury. Ensemble, nous allons parcourir vos goûts artistiques et culturels du moment. Et Ornella-Fleury, on commence tout de suite en musique avec un artiste que vous avez apprécié en concert. Il s'agit de Zedioun Pavarotti. Je vous propose d'écouter un extrait de In Amour de Zedioun Pavarotti. Et elle reste dans la tête. Je l'adore. Et oui, j'ai choisi, parce qu'il fallait choisir forcément un titre, puisque vous aimez tout ce qu'a fait l'artiste. Il a fait 2 albums. J'ai choisi de faire écouter ce titre à nos auditeurs, car pour l'auteur, compositeur, interprète Zedioun Pavarotti, qui est originaire d'un quartier populaire de Saint-Étienne, la finalité, le but ultime à atteindre dans la vie est de trouver l'amour, le vrai, sans se perdre dans le côté obscur de la célébrité. Alors, comme on peut s'en douter, Zedioun Pavarotti n'est pas son vrai nom, même s'il y a bien des parents qui appellent leurs enfants Jennifer, Clitorine ou encore Kevin. Voilà, dédicace à ma maman. Zedioun Pavarotti s'appelle en fait Charlan Zouaoui Perrault. Au début de sa carrière, le nom de Zedioun Pavarotti était simplement Z, en rapport avec la première lettre de son nom de famille. Puis, histoire de se démarquer, il a ajouté Youn, qui vient de Young, jeune en anglais, et Pavarotti, car le chanteur a une attirance pour la musique classique, et en particulier pour le ténor Luciano Pavarotti, mais aussi pour montrer qu'il allait diversifier son style musical. D'ailleurs, Zedioun Pavarotti confie qu'il aimerait écrire un opéra un jour, et que c'est même son objectif depuis qu'il a commencé la musique. Ah ouais, c'est vrai, je ne savais pas ça. Il a fait de la musique pour ça. Trop bien. Zedioun Pavarotti a créé son propre univers artistique au travers de ses influences musicales variées. Il est fan de Younglin, un grand rappeur suédois qui même fait du cloud rap, mais là pour les plus pointus, histoire que voilà, c'est très très pointu. Du groupe Oasis, notamment Liam Gallagher, il prend même la posture sur scène de Liam Gallagher avec les mains dans le dos, ou encore des Beatles, ce qui se ressent dans le choix de ses instrumentales et de l'écriture de ses mélodies. Dans In Amour, le morceau dont on écoute en ce moment, le titre fait référence à In Love ou Fall in Love, tomber amoureux. Ouais. Ah ben voilà, ça c'est joliment dit. Pavarotti, je me suis demandé s'il y avait un truc de famille entre eux, et en fait c'est parce qu'il aime il est vraiment beaucoup. fan de Pavarotti. Ouais. Mais il y a plein de trucs, et je crois qu'il a un côté italien aussi, parce qu'il parle beaucoup de la Sicile et tout ça dans ses chansons, donc peut-être qu'il y a en plus... Il y a un petit amour en tout cas, puisque ça reste le thème de la chanson et de cet extrait-là. Kevin Derblom, on poursuit en musique avec une chanson qui figure aussi dans la playlist de notre invité Ornella-Fleury. Oui, Cyrielle, dans un tout autre style. Vraiment tout autre style, on va complètement changer de registre. Il s'agit de Quand tu chantes de Nana Mouskouri. Quand tu chantes. À chaque fois que j'entends cette chanson, j'entends la pub Wizard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, totalement. Tu vois, ça c'est triste. Et oui, flashback, nous sommes en 1976 et la chanteuse grecque Nana Mouskouri sort un album en français intitulé sans surprise Quand tu chantes, un des albums les plus populaires de la chanteuse en France et même disque d'or, qui contient un de ses plus grands succès, la chanson Quand tu chantes. Quand tu chantes est une reprise et une adaptation d'un titre brésilien de Martinho da Vila, Conta Conta Minha Gente. Quel accent? Alors c'est plus Minha Gente. Alors je me suis entraîné avec les accents avec Alexandre Kominek qui est venu. C'était quelque chose. En 2011, qu'on embrasse. Il cartonne à l'européen en ce moment. En plus. En 2011, Nana Mouskouri enregistre l'album Nana and Friends, Rendez-vous, où elle chante en duo avec divers artistes, dont Martinho da Vila, donc le premier auteur de cette chanson. Ensemble, ils reprennent Quand tu chantes, où elle chante en français et en portugais, et lui, seulement en portugais. On l'écoute un extrait. Tu chantes ça va. A vida vai melhorar. Oh, c'est beau. C'est trop beau.
Nana interprétera cette chanson en solo en portugais aussi, toute seule, mais aussi en allemand. Alors pour le plaisir, on va l'écouter en allemand quand même. Ouais. On peut laisser en allemand. On peut laisser un petit peu en allemand. En allemand. Ton premier film créé Alors ce n'est pas celle en allemand, c'est celle d'après en allemand. Radio. Tout va Elle bien. arrive en Elle allemand, arrive en très allemand, doucement. Voilà. Voilà. Ça s'écoute en boucle, hein. Oui, on elle a s'écoute toujours bien. le petit rythme au prénom. Voilà, donc Nana Mouskouri a 89 ans aujourd'hui et elle monte toujours sur scène puisqu'elle a annoncé une petite tournée canadienne pour 2024. Elle est restée au sommet de 1960 à 2000, a chanté dans toutes les langues et vendu entre 400 et 450 millions d'albums, soit davantage que Madonna et Céline Dion. Ah ben ça, et elle a ça eu se raconte. et 300 disques d'or. 300 disques d'or. Ouais, oui. Eh ben voilà, on va aller la voir, Ornella. Mais ouais, Fleury, c'est pour clair, cette donc, tournée. Nana. Avec plaisir. Après la musique, la lecture et une BD que vous avez trouvée incroyable, Ornella. En effet, il s'agit de Quelqu'un à qui parler de Grégory Panaccione, une bande dessinée adaptée du roman à succès de Cyril Massarotto, paru en 2017. Alors le pitch, le soir de son 35e anniversaire, alors que Samuel, pris de boisson, frôle la déprime, réalisant qu'il n'a personne à qui parler, l'idée d'appeler le seul numéro qu'il connaît encore par cœur fait son chemin, celui de son enfance. Une idée insolite, mais pas si saugrenue, qui pourrait bien se révéler pleine de surprises. Comment réagiriez-vous si la personne décrochant au bout du fil était justement vous-même, avec une particularité, le vous de vos 10 ans. L'auteur s'intéresse particulièrement au rapport à l'enfance de son personnage principal en questionnant tout à chacun sur les ambitions, objectifs, désirs et rêves poursuivis avant de passer à l'âge adulte. Cette BD nous donne un conseil précieux, gardez toujours dans un coin de notre tête nos rêves d'enfant. Ça donne vraiment très envie. Mais c'est incroyable. C'est mon beau-frère qui est fan de BD qui m'a offert cette BD. Elle est vraiment dingue parce qu'en plus il y a un questionnement qui est hyper joli, c'est que au téléphone, il n'ose pas dire à son lui qui a 10 ans qu'il n'a fait presque rien de ce qu'il avait comme rêve quand il était petit. Et donc même lui, il se dit « Ah mais il faut que je reprenne ma vie en main » et tout. C'est vraiment hyper joli. Pour satisfaire cet enfant qu'il était dans l'avenir. J'aime beaucoup l'idée et je suis sûre que vous, Ornella Fleury, vous n'avez pas du tout perdu votre âme d'enfant. Parce qu'en tout cas, on l'entend aujourd'hui avec vous. J'essaye en tout cas. Il y a peut-être des petites bribes qui se sont perdues un petit peu, mais c'est l'avantage aussi de faire ce métier. Ça nous laisse quand même dans l'enfance. On a en fait déjà notre métier, c'est de jouer. Ouais. Donc le mot jouer, c'est un truc d'enfant. Donc continuer de. Donc c'est vrai que sur ça, j'ai de la chance quand même. Ornella Fleury et vous, alors qu'est-ce que vous aimeriez dire à la petite Ornella qui a 10 ans? Vous, c'est la question que vous avez envie de poser, je pense, Kevin Derblum. Oui, si vous pouviez vous parler à vous-même à 10 ans. J'adorerais, ce serait génial. Non, mais je lui dirais que ça va aller. Parce que c'est pas si facile. Il y a plein d'étapes quand même de la vie qu'on passe où on est un peu pas désespéré, mais on a l'impression que c'est le bout du monde, qu'on va jamais réussir à se relever et tout ça. Et en fait, finalement, mis bout à bout, tout va bien. Ouais. Donc c'est juste d'essayer de garder le côté ça va aller, garde le sourire, comme dirait Booba, garde la pêche, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment ce truc-là. Et en fait, ça va bien se passer. Donc profite, parce que ça passe hyper vite. Alors j'ai pas non plus 90 ans, mais quand même ça passe super vite. Donc voilà, profite, la vie c'est cool en fait. Profite et fais ce dont tu rêvais. Et peut-être même plus tôt, tu as le droit de le faire même plus tôt. Ce qui est marrant, parce que c'est vrai que j'ai écrit cette chronique et juste avant de venir, j'ai vu un post d'Alban Ivanov et il a mis une photo de lui enfant justement en se parlant en lui-même en disant bah voilà, tu y arrivais, tu vis la vie que tu voulais vivre maintenant. Et effectivement, ça résonnait, ça résonnait, voilà. Très joli. Pour terminer avec vous, Kevin Derblum, vous allez nous parler d'un film que notre invité a adoré. Oui, Ornella Fleury, vous nous avez confié que l'un des derniers films que vous aviez beaucoup aimé était le film Nope de Jordan Peele, visible sur Netflix. Je vous propose d'écouter un court extrait de la bande-annonce en français. Vous saviez que le tout premier film créé à partir d'un assemblage de photos était un plan de 2 secondes montrant un homme noir sur un cheval? Eh bien, cet homme, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Arrière. 3 fois arrière-grand-père. Voilà pourquoi au Ranch Hayward, l'unique centre de dressage de chevaux appartenant à des Noirs à Hollywood, on se plaît à dire que depuis que les images bougent, ce métier, on l'a dans la peau.
Et oui, Nope de Jordan Peele est un film qui mêle science-fiction, horreur et suspense et nous plonge dans l'histoire d'un frère et une sœur qui découvrent un objet non identifié planant dans le ciel au-dessus de leur ranch équestre en Californie. Traduit littéralement, le mot nope veut dire non, ou plutôt non, ou et non, car c'est une variante un peu plus familière qu'un simple no, donc qui veut dire non. Pour illustrer mon propos, le Québec, où les titres de films anglais sont systématiquement traduits, a choisi le titre « Ben non ». Pour traduire Nope. Oui, je les aime trop. Ils sont formidables. Kill Bill, c'était tuer Bill. Voilà, donc, bien sûr, Dirty Dancing, c'est danse lascive. voilà, donc je suis fan aussi du Québec. On retrouve le mot Nope à plusieurs reprises pendant le film, ce qui explique le choix de ce titre. Il y a même une séquence du film dans laquelle on entend le mot Nope afin de faire rire les spectateurs, car elle intervient à un moment inattendu, un moyen pour le réalisateur Jordan Peele de créer un effet de surprise. Lors d'une interview, Jordan Peele nous dit « Ce film est clairement un tour de manège. Le titre veut coller avec le public, être en phase avec ce qu'il ressent. Et je sais que beaucoup de gens, lorsqu'ils vont voir un film d'horreur, aiment bien dire Nope. J'adore emporter le public et les faire réagir du genre Nope ou sors de la maison. J'aime encourager ce genre d'interaction dans la salle, car c'est cela qui rend l'expérience de la salle si unique. Même si cette expression n'apparaît pas dans le film, l'acronyme NOPE signifie Not of Planet Earth, pas de la planète Terre, un titre très malin. C'est drôle, tu vois. À titre informatif, Jordan Peele, le réalisateur de Nope, connaît une certaine renommée aux États-Unis. Il se lance dans la réalisation de son premier film Get Out, sorti en 2017. Et ce film, lui permet de révéler l'ampleur de son talent à l'international. Get Out est un véritable succès auprès des critiques et du public. Il est nommé à 3 reprises Oscar et remporte le prix du meilleur scénario original. C'est l'histoire d'un jeune photographe noir qui s'apprête à rencontrer sa belle famille. En 2019, Jordan Peele sort son deuxième long métrage, Us, un thriller horrifique avec au casting Lupita Nyong'o et Winston Duke. Une nouvelle fois, le succès du public est au rendez-vous puisque le film réalise un score équivalent à celui de Get Out. 3 ans plus tard, le cinéaste reste dans le même domaine avec le mystérieux Nope, pour lequel il refait équipe avec Daniel Kaluuya. Alors, si vous n'avez pas peur d'avoir peur, n'hésitez pas à aller voir les films de Jordan Peele. Mais c'est pas d'un film d'horreur. Non, c'est un thriller entre le thriller et le c'est hyper prenant. Mais moi, je vous conseille de regarder ce film rien que pour la scène d'intro. Je n'ai jamais été aussi mal que vraiment au bout de 2 minutes j'étais là genre non mais c'est quoi ce film de ouf. Vraiment c'est vraiment dingue, il est trop fort. Bon alors pour s'angoisser on regarde Nope et pour se détendre on regarde quelqu'un, enfin on lit plutôt quelqu'un à qui parler, de Grégory Panaccione, si c'est bien comme ça que ça se prononce. Magnifique. Merci beaucoup Kevin Derblum pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. On va continuer cette émission avec une petite citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant ». Essayons de faire ça ensemble si vous le voulez bien maintenant. Et puis je pense que cela fait suite à cette petite BD dont nous avons parlé il y a quelques secondes avec cette question. Si vous aviez la possibilité, Ornella Fleury, de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? Oula, rien. Ça, je suis vraiment du côté où il ne faut rien changer. Parce que j'ai vu l'effet papillon avec Ashton Kutcher. Et si tu changes un truc, tout est catastrophique. Donc, franchement, là, aujourd'hui, tout va bien. Donc, je veux pas toucher quelque chose, j'aurais trop peur, là, non. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Oh là là, de s'écouter. Moi, je pense que c'est le plus beau conseil qu'on m'a toujours donné. Fais-toi confiance, écoute-toi, parce que vraiment, il ne peut se passer que des belles choses si on s'écoute. Et puis voilà, j'espère qu'il faut surtout avoir un entourage aussi qui nous pousse. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, il faut s'entourer des bonnes personnes. S'il y en a un cercle familial où c'est un peu compliqué, on peut aller piocher dans les cercles amicaux ou ailleurs des gens qui vont nous élever, nous donner envie de faire des choses qui nous correspondent vraiment. Ça, c'est joliment dit. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Moi, je suis très mélancolique, alors je dirais vraiment l'enfance. Moi, j'ai trop aimé être petite. J'ai trop aimé être la petite sœur, la petite fille. Donc c'est, je sais pas, je dirais entre peut-être 5 et 10. Ça, c'est ouais.
Y a-t-il eu une erreur dans votre vie? Et si oui, comment vous l'avez résolue? Attends, je cherche. J'ai fait plein d'erreurs, hein. Ça, c'est pas de problème avec ça. Si je m'en rends compte, j'essaye de faire en sorte que de faire quelque chose pour que je me rattrape. Mais je pourrais pas te dire qu'il y a une vraie grosse erreur parce que, en fait, encore une fois, tout est lié. Donc, finalement, si j'ai fait un truc mal, je m'excuse ou j'en parle. Et puis, en fait, c'est comme ça qu'on avance. Mais j'ai pas un gros souvenir d'erreur. Non. Je fais plein de bêtises, mais pas une erreur qui serait, tu vois, un truc monumental où j'aimerais revenir dessus. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas? Et peut-être, oui, par peur d'être jugé. Alors non, pas par peur d'être jugé, mais j'aimerais vivre à l'étranger et je ne le fais pas. Ça fait des années que je me dis il faut que je prenne absolument des cours d'anglais à fond pour voilà, mais je ne le fais pas non plus. Et je voudrais faire de la poterie également, mais ça reste un peu mes rêves de. Il faut se garder des petits rêves qu'on fait pas. Il m'en faut pour plus tard. C'est joli. Quelle est la chose que vous avez fait cette année alors et dont vous allez vous souvenir toute votre vie? J'ai acheté un petit chien. Ah, oui, il s'appelle Turbo. C'est un quoi? Un corgi. Oh, très mignon. Oui. Donc, bah oui, ça, je vais bien m'en souvenir. Oui, c'est ça. Le truc de mon année, c'est mon petit chien. Si je vous parle d'amour, Ornella Fleury, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Ah non, de vivant. Mais même dans la souffrance, c'est vivant pour moi. J'ai toujours aimé être amoureuse. Je n'ai cherché que ça toute ma vie. C'est le meilleur état dans lequel où il faut se plonger. Il faut être amoureux. Même moi-même, quand j'étais triste, dévastée, j'adore être dévastée, même parce que ça te met dans des états où tu te dis ah là, je vis des trucs hyper intenses. Donc ah non, l'amour pour moi, c'est sans ça, il y a rien. Moi, c'est ça qui passe au-dessus de tout. De tout. Oh oui. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi? Je crois que parfois j'aimerais être plus douce. J'ai l'impression que les gens pensent que j'ai un truc hyper frontal ou un peu dur, alors que c'est pas forcément vrai. Donc j'aimerais peut-être réussir à retranscrire ce truc où moi je suis là genre non mais c'est pas exactement ça de moi. Et sinon physiquement, je sais pas qu'est-ce que j'aimerais avoir physiquement. Parfois j'avais envie d'être plus petite. Parce que je fais 1m73 et tout le monde me dit c'est bête, mais même si c'est sympa ou peu importe, on me le fait tout le temps remarquer. Eh ben moi j'ai pas fait attention, vous voyez. Bah c'est gentil. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Ornella Fleury? Eh bien que je suis actuellement dans Benoît Genin officiel et que c'est une super série à regarder sur TMC et en streaming sur TF1. Eh ben, trop bien. C'est bien dit. Allez, on revient dans un instant avec vous, Ornella, dans un instant. Notre coup de cœur du jour également et notre expert Joseph Agostini pour le portrait. Mais tout de suite, la pause, suivi le journal de l'info. Restez connectés. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. Du 14 au 29 janvier, l'Écuche vous présente le Festival Confluence 2024. Concerts, théâtre, rencontres, cours, ateliers, conférences, programmes jeunes publics. Festival Confluence, plongez-vous dans la quinzaine des cultures juives de la Méditerranée. Informations et réservations sur écuche.fr et 01 53 20 52 52 01 53 20 52 52. Le Festival Confluence bat son plein. Rejoignez-nous.
16h passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour à tous, le 108e jour de guerre contre le Hamas en Israël et la diplomatie qui tente de s'imposer. Le ministre français des Armées est en Israël. Il a rencontré son homologue Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui a dit à Sébastien Lecornu qu'Israël préfère une solution politique pour mettre fin aux attaques du Hezbollah contre le nord d'Israël, mais que le pays se prépare à créer une situation sûre pour les habitants du Nord. Binyamin Netanyahou, lui, a affirmé attendre des preuves que les médicaments envoyés dans la bande de Gaza soient bien distribués aux otages. Le ministre français des Armées a aussi des entretiens prévus avec les familles des captifs. Plus de 130 personnes restent des prisonnières du Hamas dans la bande de Gaza. Sur le terrain à Gaza, une cellule terroriste éliminée dans une frappe aérienne dans le centre du territoire ce matin. Les opérations continuent dans le secteur de Khan Younes. Les forces israéliennes ont même pris le contrôle d'un centre de commandement du Hamas. Un site de fabrication d'armes a aussi été découvert et détruit au cours de ces opérations à Khan Younes. Notre correspondante à Jérusalem nous explique, c'est Pascal Sunshine. Ces mouvements des troupes israéliennes ont d'ailleurs surpris dans la mesure où on pensait qu'il n'y aurait pas d'opération dans l'ensemble de la ville. On a vu notamment au cours de la journée l'université Al-Aqsa et plusieurs hôpitaux de la ville encerclés par des blindés, ce qui pourrait donc aussi indiquer que Tsahal cherche à isoler la ville de Rafah, qui se trouve plus au sud, et la frontière égyptienne, les isoler par le nord sans forcément descendre plus bas. C'est aussi à Khan Younes, on le sait, que se trouvent les chefs du Hamas et la plupart des otages. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Et sur le front nord, une des roquettes tirées par le Hezbollah sur la Galilée a touché un entrepôt agricole dans le moshav de Zarit. Des photos du site montrent un grand trou et de l'eau qui coule du plafond. De nouveaux attentats déjoués à Jérusalem par le Shin Bet et par la police israélienne. Attentats planifiés par Daesh. C'est déjà la seconde fois ce mois-ci. Les deux terroristes avaient caché des explosifs chimiques pour préparer des engins explosifs. Ils voulaient s'attaquer à des civils et à des membres des forces de sécurité dans la région de Jérusalem. Un acte d'accusation doit être déposé contre eux. Les proches d'otages israéliens encore détenus par le Hamas ont fait irruption ce matin devant la commission des finances de la Knesset. Ils exigent que le gouvernement Netanyahou fasse davantage pour obtenir la libération des captifs. Vous ne resterez pas assis ici pendant que nos enfants meurent, ont-ils crié. Des manifestants, quelques dizaines, ont aussi bloqué dans la matinée les entrées de la Knesset, le Parlement à Jérusalem, alors que la 13e chaîne a diffusé de nouvelles images de l'enlèvement d'un otage, Yotam Haim, que des photos montrent emmené à travers les champs du kibboutz de Kfar Aza par 4 terroristes le 7 octobre dernier. Sa mère, après avoir vu ces images, a dit avoir ressenti un certain réconfort de constater que son fils avait été filmé la tête haute. Le pogrom de Bucarest en Roumanie, c'était entre le 21 et le 23 janvier 1941. Dans un contexte politique chaotique, le coup d'État de la Légion a voulu renverser Ion Antonescu, le dictateur fasciste qu'elle trouvait trop modéré. Durant ces journées sombres, 151 juifs ont été assassinés. L'historien spécialiste de la Roumanie, Carol Iancu, au micro d'Ilana Ferradian. C'était terrible pogrom de Bucarest qui a été organisé donc par l'appareil policier du ministère de l'Intérieur, de la Sûreté de l'État, par des organisations diverses légionnaires et effectivement auxquelles se sont joints, il faut quand même le rappeler, des étudiants, des lycéens, la Ligue des Faubourgs. Oui. Et plus de 2000 juifs ont été arrêtés dans leurs maisons, dans les rues, dans les locaux. C'était donc l'historien spécialiste de la Roumanie, Carol Iancu. L'intégralité de cet entretien est à podcaster sur radioj.fr. Et puis pour finir, en France, un procès XXL s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris, celui des attentats de Carcassonne et de Trèbes. Attaque terroriste qui date de 2018. L'auteur des faits a été éliminé le jour même par le GIGN. Il n'est donc pas sur le banc des accusés. Mais 7 personnes ayant pris part de façon plus ou moins directe à ces attaques comparaissent. Le procès va durer 1 mois. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité dans un instant sur Radio J après la pause.
Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Eldan, le grand loueur de voitures en Israël, apporte tout son soutien à la communauté juive de France. Même dans ces moments difficiles, les agences Eldan à travers tout le pays vous fourniront le meilleur service et les meilleurs prix. Pour réserver une voiture en Israël, c'est simple. Eldan. Appelez le 01 47 70 21 25. 01 47 70 21 25. Eldan.co.il. Eldan. Eldan à votre service. Am Israël Rail. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour, merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Ornella Fleury, qui vient nous voir pour la série Benoît Gênant sur TMC tous les vendredis soirs depuis la semaine dernière. Et tout de suite, on va découvrir le coup de cœur sur Radio J. Bonjour Josette. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On va découvrir Les Sanglots et on revient. Dans les mots doux se cachent toujours des rêves auxquels on voudrait croire. On se persuade que toutes les histoires ne sont pas liées au hasard. Pourtant je t'ai vu au coin d'une rue, je t'ai suivi, tu m'as voulu et je voulais te plaire. Et pourtant tu m'as dit c'est la première fois que je ressens ce frisson, j'aurais dû te faire taire. D'autres avant toi m'ont promis des choses que je ne dirais pas. D'autres avant toi ont tout fait pour, je ne crois plus aux histoires d'amour. J'ai troqué mes sanglots pour toujours. J'ai troqué mes sanglots pour toujours. La vérité, je saurais la trouver dans une boîte cramée à 5h du matin. Je te ferai vivre un conte de fées jusqu'à demain. Retour à la réalité. Sur un banc, tu me fais la cour et j'y crois encore aujourd'hui, je l'avoue. Tu pourrais bien m'embobiner avec tes mots, avec ta bouche. Et pourtant je t'ai vu au coin d'une rue, je t'ai suivi, tu m'as voulu et je voulais te plaire. Et pourtant tu m'as dit c'est la première fois que je ressens ce frisson, j'aurais dû te faire taire. D'autres avant toi m'ont promis des choses que je ne dirais pas. Je ne te laisserai pas d'équimos, des quiproquos, j'en ai eu ma dose. Je troque mes sanglots pour des roses. Je troque mes sanglots pour des roses. Bravo Josette, en direct sur l'antenne de Radio J. On a fait quelque chose d'assez extraordinaire aujourd'hui. On a mélangé le son avec le direct. Merci Anto à la guitare pour vous avoir accompagné en direct aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. On va continuer d'écouter la chanson en arrière-plan Les Sanglots pendant que nous sommes en train de parler. Cette chanson fait partie de votre second EP qui s'appelle Hors Champ. On a plein de choses à dire, plein de choses à se dire, mais d'abord j'ai envie de vous demander si vous avez écrit cette chanson, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous et qu'est-ce que vous avez voulu mettre dans cette EP? Oui, alors effectivement j'ai écrit et composé Les Sanglots comme tous les titres de cette EP. Les Sanglots, c'est une chanson qui, le titre peut paraître un petit peu triste, en réalité c'est plutôt l'inverse, c'est un peu une revanche, c'est se dire cette fois-ci pour une histoire d'amour ou sentimentale, je ne pleurerai plus pour de la tristesse mais plutôt pour de la joie.
D'où l'évolution de la chanson qui raconte un petit peu, au début je pleure pour des mauvaises raisons et finalement à la fin je troque mes sanglots pour des roses et voilà, je pleurais que pour des choses positives. Donc c'est plutôt une femme qui s'endurcit et qui relativise, qui se répare, qui guérit. Voilà. Tout ce qu'on aime. Voilà. Vous êtes très attirée par la musique depuis très petite, depuis votre plus jeune âge. Vous avez gardé ce grand secret jusqu'à vos 27 ans. Vous avez appris à jouer au piano en autodidacte et puis vous avez décidé de tout plaquer pour la musique. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que j'ai toujours chanté depuis petite, mais vraiment... comme on dit, dans la salle de bain ou pour les repas de famille ou ces choses-là. Et moi, j'ai grandi très loin de Paris, dans un monde où tout le milieu de l'événementiel musical, où tout ça, c'était soit ce qui se passait à la télé, avec les grandes émissions qu'on connaît, soit rien. Et c'est seulement en arrivant à Paris que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de très belles scènes ouvertes, des open mic, plein de choses à faire musicalement. Alors, j'allais à l'Orphée. Et après, j'ai créé mon open mic qui s'appelle le Nodi. Qui est rue de Verdun. C'est vous qui êtes derrière le Nodi, génial. Ouais. D'accord, ok, très bien. Je l'ai jamais fait encore, mais après il y en a plein, voilà, qui se développent, etc. Exactement. Mais le Nodi, ça fait partie en effet des endroits qui sont très connus. Ouais, ça y est. C'est plutôt, c'est ma petite maison, mais voilà, il y a plein de gens super qui travaillent aussi pour continuer à faire vivre le Nodi. Et voilà, et ça a été assez tardif. J'ai quitté mon job dans le marketing à 27 ans. J'ai presque complètement claqué la porte pour vraiment faire ce qui me faisait vibrer, ce que j'aime et voilà. Et je crois que vous avez très bien fait. Il y a eu un premier EP qui s'appelle Nova, avec 4 titres. Aujourd'hui, on va écouter donc ce deuxième EP hors champ avec le titre Tarantino sur l'antenne de Radio J et on revient. Polémique de me faire du bien, mais seulement le bien qui fait mal. Derrière mon visage innocent, je finis toujours par être coupable. Regarde-toi sortir les dents, regarde-moi mordre mes lèvres. Un scénario de mauvais rêve. Je voudrais une fin qui change. Je voudrais tout le monde tremble. Avec Tarantino. Avec Tarantino. Je passe des roses au couteau, des rires au mélo, romantique au fiasco, si t'es accro, je suis accro. Je veux une fin à la Tarantino. J'ai mis des cactus dans nos draps, souiller nos rêves, crier pour toi. L'ivresse docile, la proie facile. Tu disparais soudain, tout est fragile. Regarde-toi, hausser la voix. Regarde-moi hurler pour toi. Le scénario. Et sur ce titre-là, Josette, on entend une vision plus artistique, plus singulière, résolument plus pop et cinématique. C'est exactement ça. C'est un travail de réal qui a été beaucoup plus poussé avec Nathan Cochery et Adrien Graff, à qui je fais un bisou. Et on voulait vraiment... Il y a un clip d'ailleurs. Il y a un clip avec Elisa Groman, super DA aussi. Et on voulait retranscrire tout cet univers cinématique. Je suis une grande fan de cinéma aussi. Donc voilà, tout ce qui est musique à l'image. Sitôt que je peux imaginer un film dans ma tête quand je compose, pour moi c'est encore plus valorisant. Enfin, j'adore ça. Donc Tarantino, effectivement, on sort un petit peu du piano-voix ou du guitare-voix, plus variété, pour s'aventurer vers un truc qui un peu plus audacieux, en tout cas, je trouve. Et c'est d'ailleurs vers cette piste-là que je poursuis mes projets. Que vous avez envie de vous diriger. On va écouter le 3e titre, On se manque. Sur tous les quais où l'on s'attend, devant les portes qui se referment, sur les tableaux peints en cran et les rêves que l'on protège, sur toutes nos cités décousues, celles dont on a perdu le fil. Pour les pivoines sur mon palier et tes excuses. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit encore sur cette antenne, Josette, c'est que quand on écoute vos chansons, on a envie de connaître les paroles.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a envie de les connaître par cœur pour être avec vous, parce que voilà, on a envie de vous accompagner, de les connaître. Voilà, il y a une très jolie émotion qui émane de votre musique. Les paroles sont très bien écrites. D'ailleurs, je vous le dis moi à titre personnel, ce qui ne vaut pas grand-chose, mais parce que vous avez eu la subvention de la SACEM, donc ça veut dire que voilà, les plus grands sont avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, alors, c'est pas une industrie facile, je pense qu'on le sait tous. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'attirer des oreilles un petit peu curieuses et aussi sensibles et ok pour sortir un peu des sentiers battus de ce qui peut se passer sur les radios actuelles. Alors, il y a plein de belles choses. Donc, je pense qu'on peut me souhaiter des opportunités, des contacts et à titre personnel de continuer à y croire aussi, de continuer à développer mes projets, mes chansons, parce que je compte pas m'arrêter, ça fait vraiment partie de moi. Donc voilà, continuer à faire des belles rencontres et profiter avec mes musiciens aussi qui sont géniaux et voilà, qui m'aident beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J pour la promotion donc, de ce deuxième EP qui s'intitule Hors Champ, qui est sorti il y a quelques mois. Je sais que vous êtes en train de préparer un prochain single, je crois, qui va marquer un tournant. Alors on va rester très vigilants, venant vous voir sur votre compte Instagram. Josette, alors J-O-Z-E-T, c'est un nom d'emprunt, ce n'est pas votre vrai prénom, c'est un nom de scène. Alors c'est mon deuxième prénom. Deuxième prénom, mais caché. Oui, ouais, voilà, exactement. Caché, mais plus autant caché. Donc Josette, _behind, _de Sin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On va continuer d'écouter la chanson jusqu'à la fin, s'en délecter. Et puis ce sera le portrait sur Radio J. À très vite, je l'espère. Merci beaucoup, merci. Et rendez-vous au Nopi. Au Nodi. Au Nodi, presque. Qui n'existe plus, le Nopi. Ah non. Tu disparais. Du coup, ça ferait... J'ai pas trouvé le remède à mes longues insomnies. Ces questions que je traîne résonnent-elles dans tes nuits? On se manque aujourd'hui. Ouais, on peut laisser tourner. Après, en vrai, je sais pas trop comment terminer la chanson, tu vois. Parce que j'ai pas envie de dire c'est fini, vu que la chanson c'est on se manque. Après, tu vois, on s'est manqué, genre. Et après, on se manque parce qu'on n'est pas, tu vois. Ouais, vas-y, on verra. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, c'est le portrait avec Joseph Agostini. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, Ornella Fleury, on a pour habitude de faire le débrief de tout ce qu'on s'est dit. Et donc, il y a Joseph Agostini qui a noté, qui a écouté, qui a annoté ce qu'on s'est dit. Et donc, c'est votre portrait. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Ornella. Alors, sympa, grande, brune... On ne pourrait pas mieux aller au fait. Vous n'êtes pas courageuse, pieuse et intransigeante, perfectionniste, ambitieuse et marginale. Non, vous êtes grande, sympa et brune. J'ai trouvé ça. Mais en fait, on vous demande de vous décrire. Vous vous décrivez déjà physiquement et puis vous dites sympa. Comme on dirait cool. Oui, voilà. C'est vrai que oui. Hein, il s'est dégagé, c'est à cette image, à l'image de l'entretien, il s'est dégagé beaucoup de fluidité, j'ai trouvé. Vous êtes né pour la scène, tout le monde le sait depuis le début. Olivier Marchal vous le confirme alors qu'il prend un café au Café Coste. Et là, tout se fait naturellement. On croirait coup de foudre à Notting Hill. Ouais, un peu. Et vous n'êtes pas seulement sympa, grande, brune, vous êtes aussi talentueuse, comme votre sœur, car vous avez le talent dans la famille et vous aimez partager. Oui, ça c'est vrai. Hein, jusque-là, pas une ombre au tableau, je tenais à vous le dire quand même, je vous écoutais et j'étais un peu quoi, dans la mesure où je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour nuancer un petit peu ? Je me disais, tout coule de source chez Ornella. Il y a quelque chose de très beau, de très poétique au fond, dans cette continuité, dans cette linéarité de vie.
Bah ça me touche beaucoup, c'est très mignon, mais c'est vrai que là on parlait c'est parce que je parlais beaucoup de ma famille, de ma sœur et tout, mais c'est vrai que c'est elle aussi qui m'a mis sur le chemin, parce qu'elle est chanteuse aussi, ma sœur, donc je sais à quel point c'est difficile la chanson. Oui, c'est et ça. moi j'ai un respect infini pour ce métier-là, parce que je trouve tellement compliqué. Et moi j'ai accompagné ma sœur faire des trucs difficiles, voilà, et donc j'ai vu chez elle à quel point ça demande de l'énergie, et puis il faut se battre, quoi. Et voilà, et en fait j'ai suivi son chemin. Elle a tracé un peu le chemin pour moi, j'avoue que voilà. Vous avez donc beaucoup de cartes en main, Ornella, et même votre aptitude fabuleuse à vous soigner des réseaux sociaux. Alors ça, j'avoue que vous n'avez pas votre téléphone dans ce studio, et cet élément de votre personnalité est si exceptionnel que c'est un portrait psychologique à lui tout seul. Ça détermine beaucoup de choses. Mais c'est assez fou, Joseph, parce que c'est la première chose que j'ai dit à Ornella quand elle est arrivée en studio. J'ai dit alors pas de sac, enfin ça je l'ai pensé mais je l'ai pas dit, pas de téléphone, pas de manteau, rien, à l'aise. Mais comme on pourrait dire dépouillée de tout. Absolument. Voilà. Elle est arrivée dépouillée de tout, dans une forme d'ascèse mystique. Quand est-ce que vous allez nous faire un exercice chamanique? Oui, c'est ça. Non, en fait, il y a autre chose avec les téléphones, c'est que je trouve ça plus respectueux d'arriver quelque part sans mon téléphone. Donc, pour moi, disons, qu'est-ce que je vais en faire pendant une émission? Je comprends pas en fait pourquoi il serait là, tu vois. Mais je trouve ça formidable. Et vous savez quoi? Moi, je suis venu sans, du coup. Parce que j'ai pas osé venir avec le téléphone. Je me suis dit, mon Dieu, je vais pas lui faire ça quand même. Alors, si vous étiez au téléphone avec l'enfant que vous étiez, parce qu'on reparle quand même de téléphone, quand vous aviez 10 ans, alors moi, j'ai senti, vous allez me dire si je me trompe, que vous vouliez la consoler, cette petite fille. Ça va bien se passer, il faut profiter de la vie. Comme si, au fond, on était là pour rassurer notre enfant, si on pouvait lui parler. Mais oui, parce que je trouve que les adultes, ils sont là pour ça. Il faut rassurer les enfants. C'est toujours... quand on est petit, on ne peut que s'imaginer ce que c'est que d'être grand. Et en fait, je trouve quand même que c'est au rôle des adultes de leur dire mais c'est cool d'être grand, ça va bien se passer, la vie, c'est chouette. Alors que c'est pas ouf en vrai. Enfin, pas tout le temps. Mais non, mais moi j'ai eu des parents hyper rassurants et une sœur très rassurante. Et ça se sent, je vais vous dire, ça se sent vraiment quand on vous écoute parler. On se dit vraiment que vous avez été rassurés, que vous parlez à une place, on va dire, où vous pouvez vous exprimer librement. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est vrai que ça, c'est grâce à ma famille au sens large. D'ailleurs, parce que je vais jusqu'à mes grands-mères, mes tantes et tout ça. Donc, j'ai baigné dans ce petit cocon qui parfois c'est compliqué, mais en général c'est chouette. Alors vous ne voulez rien modifier de ce qui s'est déjà passé car vous croyez à l'effet papillon, ce qui fait de vous quand même une superstitieuse adaptée au coup du hasard. Je trouvais que là il y avait un petit craqué, heureusement d'ailleurs pour moi qui fait le portrait. Effectivement, je me suis dit quand même, là il y a quelque chose quand même, une petite craquée verbale, ce qu'on appelle dans mon métier cette petite insécurité comme ça qui fait de vous, finalement vous en remettez au hasard, mais vous en avez un peu peur. Ah bah oui, complètement. En plus, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'être superstitieuse. Mais au final, souvent, on me dit dans mon entourage, bah si, en fait, quand tu fais ça, c'est de la superstition. Et ça, je suis là, ah oui, ça c'est vrai. Et à la fois, j'ai pas envie de l'être parce que je me dis, se rattacher à ça, en fait, c'est ne pas avoir confiance dans ce qui va se passer. Et à la fois, c'est un truc d'enfant aussi, c'est normal. Il y a un truc où on se raccroche quand même. C'est-à-dire, il faut à la fois croire en sa bonne étoile et avoir ce regard un peu distancié sur elle. Exactement. Et c'est ça qui est assez compliqué. Alors, vraiment, vous êtes une chouette fille, Ornella. Ça, c'est sympa. C'est vrai. Au plus proche de votre enfant intérieur, et on le sait depuis le début du cinéma muet, depuis les acteurs les plus majestueux, depuis Charlie Chaplin, finalement, on sait bien que les meilleurs acteurs sont des enfants. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Le langage alambiqué, maniéré, cette manière un peu narcissique de jouer avec soi-même, de pas trouver les mots, etc. Ça fait pas de bons acteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pas tous. Non, je suis d'accord. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Parce que vous arrivez cool, sympa, grande et brune, et on se dit, on va pouvoir la modeler pour tous les rôles. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas ce que moi je dégage. Donc c'est rigolo, je suis contente d'entendre ça. Alors c'est la manière dont vous vous décrivez et vous avez l'impression que vous ne dégagez pas ça. Ouais, c'est ça, exactement.
Oui, donc je sais vraiment. pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui fait que là je suis là genre ah oui c'est vrai c'est moi ça, ah c'est cool, mais j'ai pas la sensation que c'est ce qu'on peut voir de moi. Ah, donc vous voulez dire que vous avez dit à Cyrielle tout à l'heure, grande brune sympa, c'est ce que vous voudriez qu'on voit de vous. Non, moi j'imagine que je suis comme ça, c'est vrai que je me dis je sais pas si les gens ressentent ce truc là quand ils me voient. Voilà. Oui, c'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, vous disiez cette froideur, hein. Il y a cette idée, oui, on vous a amené souvent le fait que vous étiez froide peut-être en apparence au premier rendez-vous. Ouais, que je peux être un peu... Déjà, j'ai un truc souvent, on me dit que je suis un peu sauvage au premier abord, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais c'est surtout que comme j'ai fait beaucoup d'humour et que j'ai un humour, c'est vrai qu'il y a un peu... peut-être un peu cash ou un peu trash et tout. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai montré plusieurs fois. C'est vrai que ça m'énerve parce que souvent, on me ramène que à ce truc-là. Et alors qu'en fait, moi, j'ai pas la sensation d'être comme ça. Mais quand j'étais au Grand Journal, quand j'étais Miss Météo, tout, c'est vrai que même les gens, ils étaient un peu genre oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire et tout. Alors que moi, j'étais là, mais non, mais je sors pas, il va rien se passer, tout va bien quoi. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc. Oui, en tout cas, moi, j'ai vraiment noté ça dans votre portrait. On a le sentiment que vous voulez vous faire aimer avec simplicité et que vous essayez de déjouer justement les clichés des comédiennes de manière générale qui se regardent, qui essayent de donner une image d'elles-mêmes. Là, vous êtes arrivé, comme l'a dit Cyrielle, dépouillé de tout, même d'iPhone. Même d'iPhone. Oui, mais après, c'est aussi parce que peut-être que je ne suis pas que comédienne. Il y a un truc. Voilà, moi, j'ai pas vraiment le parcours d'une vraie, entre guillemets, comédienne. Ouais. Vous vouliez être danseuse, hein, vous, au début. Oui, mais en fait, je faisais de la GRS à l'époque, donc j'ai fait ça très longtemps en compétition et tout, donc j'étais déjà habituée un peu au regard et au jugement qui était déjà super dur. Mais c'est vrai que moi, en fait, quand j'étais petite, j'adorais Virginie Ledoyen. Parce que elle avait un truc où elle avait une voix un peu sensuelle, elle était un peu, on sait pas ce qu'elle pense, elle est mystérieuse et tout. Et pour moi, je me disais, oh là là, une comédienne, ça doit être comme ça. Ouais. Et je ne suis pas du tout ça. Non. Donc, effectivement. Voilà. Vous jouez pas cette carte-là. Mais non, parce que je ne suis pas ça. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, j'aimerais bien être un peu comme ça. Mais peut-être justement, au cinéma, au théâtre, vous avez cette possibilité de jouer vraiment cette carte. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est ça. Donc, vous transformez finalement dans votre métier. En tout cas, pour ça, merci beaucoup, Ornella, de cet exercice de simplicité. Merci beaucoup à vous, merci. Trop sympa, merci. Et merci, trop sympa. Voilà, sympa. Merci, Joseph Agostini. Petit et brun aussi. Mais bon. Merci, Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Ornella Fleury. On vous retrouve tous les vendredis soirs sur TMC dans la série Benoît Gênant. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous tous, c'était trop chouette, vraiment très agréable. Merci beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir de vous accueillir. À très vite et puis je vous attends au cinéma pour ce qu'on s'est dit. Bien sûr. Avec joie. Merci à l'artiste Josette d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, accompagné par Anto. Notez que vous pouvez réécouter cette émission évidemment sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous mes chroniqueurs, Kevin Derblum, évidemment Joseph Agostini aujourd'hui. Rendez-vous demain dès 15h avec mon nouvel invité Didier Bénureau pour son spectacle intitulé Entier. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.